Salut à toi et bienvenue sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui partage des conseils courts et pratiques aux entrepreneurs qui veulent développer leur identité de marque. Moi, c'est Margot, graphiste et illustratrice freelance, et mon objectif, c'est t'aider à faire les meilleurs choix pour toi et ton projet, que ce soit en expliquant simplement les bases du graphisme ou en te proposant des solutions concrètes pour répondre à des problématiques que tu peux rencontrer au jour le jour sur ta communication visuelle. Si ces questions t'intéressent, abonne-toi au podcast et retrouve un nouvel épisode un jeudi sur 2. Bonne écoute! Dans cet épisode, tu vas voir que l'identité visuelle, au-delà de te créer une image de marque unique et professionnelle, t'apporte bien d'autres avantages liés directement à la productivité et l'efficacité de tes actions de com. Et oui, parce que l'identité visuelle, c'est avant tout une boîte à outils qui permet de faire des économies de ressources parfois conséquentes pour ta communication ou ton organisation en tant qu'entrepreneur. Tout ça, c'est intéressant pour toi afin de décider si c'est le bon moment pour te lancer dans la création ou la refonte de ton univers graphique. Mais d'un point de vue différent, ça peut aussi t'aider à convaincre un associé ou un employeur, parce que tu es chargé de communication par exemple, de faire créer ou bien de refondre l'identité visuelle de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Parce que c'est un cas de figure que je rencontre parfois sur des projets. On m'a déjà demandé par exemple comment expliquer à mes supérieurs que ce projet est nécessaire, parce qu'ils ne voient pas forcément ça comme une priorité, ou bien ils ont quelques doutes ou freins, ou encore comment argumenter le besoin de changement au niveau d'un logo, de l'identité complète, etc., auprès de mes associés. Et dans ces situations, certains arguments très concrets sont bien plus efficaces parce qu'ils laissent moins de place à la subjectivité tout simplement, et ça permet de faire débloquer ou avancer certaines situations. C'est parti! Avoir une identité visuelle complète avec des outils et des éléments qui vont être adaptés à ton projet, à ta stratégie, ça va avant tout te permettre d'économiser des ressources précieuses. La première, c'est le temps. Comme tu le sais, du temps, on n'en a jamais assez quand on est entrepreneur. Il y a toujours des choses à faire, à améliorer. Et la communication demande en elle-même un temps qui n'est pas négligeable, surtout si tu la gères seule et puis que c'est pas forcément ton domaine de compétence. C'est d'ailleurs quelque chose, moi, qui revient assez souvent chez les gens que j'accompagne, c'est la perte de temps qui est liée à la création de supports, de visuels, de documents en tout genre, quand ils n'ont pas forcément d'identité définie. Donc ça va être un temps qui est passé à réfléchir aux couleurs, à la mise en page, à la recherche d'images ou d'illustrations, etc., etc. Et dans les entreprises ou les associations, quand plusieurs personnes sont amenées à créer des documents, c'est aussi du temps passé à essayer d'harmoniser un petit peu l'ensemble pour corriger certaines choses entre ce qu'a fait Anne et ce qu'a fait Paul. Bref, tout ça, c'est autant d'heures qui pourraient évidemment être utilisées de façon plus pertinente sur des choses un petit peu plus urgentes et importantes pour l'activité. Une identité visuelle complète, ça peut justement te faire gagner du temps. Donc pour ce qu'on vient de dire, bien sûr, mais aussi quand on cherche à faire créer d'autres supports ou d'autres visuels par des prestataires. Parce que quand tu contactes un graphiste pour mettre en page, je sais pas moi, un e-book ou créer un support, quel qu'il soit, ce graphiste va te demander ta charte graphique pour pouvoir reprendre les éléments de ton identité visuelle. Et si tu n'en as pas, la création de ce document va prendre un petit peu plus de temps parce qu'on va prévoir une recherche graphique et des propositions concernant le style du document. Ça paraît anodin, mais il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment vraiment le temps que ça demande entre le brief qu'on va avoir besoin d'approfondir davantage, les recherches créatives et puis les allers-retours à prévoir. Sans compter que là, on arrive tout de suite au deuxième point, c'est que tout ça, ça se paye. Moi, j'adapte mes devis en fonction des créations que je vais devoir réaliser. C'est-à-dire que s'il faut créer une charte spécifique pour le document avec une recherche de couleurs, donc la création d'une palette, la création d'icônes ou d'illustrations, voire la recherche même d'images, de photos, évidemment, ça se reflète sur le tarif parce qu'il y a un volume de travail et un temps de réalisation beaucoup plus élevé. C'est pour ça que faire créer une identité visuelle complète pour ton entreprise, c'est vraiment un investissement, mais ce sera un investissement à faire une fois et qui te fera économiser de l'argent plus tard. Si je reprends l'exemple du support que tu fais créer par un prestataire, par exemple, si tu peux lui fournir ta charte, tes éléments graphiques, voire des illustrations personnalisées, le coût de la prestation va être adapté en conséquence, puisqu'il suffira surtout de s'imprégner de cette charte et de proposer une déclinaison sur un nouveau document. Se créer un écosystème graphique complet, et donc là je parle évidemment pas seulement du logo, mais vraiment de l'identité visuelle complète et adaptée
à tes besoins, à tes usages, c'est un réel gain de temps, mais aussi du coup d'énergie, et puis ça te fera faire pas mal d'économies sur des coûts plus ou moins directs. Mais tu vas voir que ça a aussi des effets assez bénéfiques sur toi en tant qu'entrepreneur, et puis donc plus largement au sein d'une entreprise, comme on va le voir dans cette deuxième partie. Je l'ai dit plusieurs fois dans Ciel mon graphiste, mais le logo et donc l'identité visuelle, bien sûr, ça aide à se sentir plus légitime, plus professionnel quand on est entrepreneur. Moi, je le vois quand je travaille avec des personnes qui montent leur premier business, qui viennent vers moi pour créer leur premier logo. Il y a un vrai avant-après, dans le sens où j'ai l'impression qu'à leurs yeux, ça concrétise vraiment leur projet. Même si le projet, il existe peut-être depuis quelques mois ou un an, il y a quand même quelque chose presque, j'ai envie de dire, c'est comme si le logo cristallise un petit peu l'aboutissement ou le cheminement en fait qui a été parcouru. En tout cas, la création du logo et de l'identité, ça pose vraiment une pierre dans ce projet et puis dans cette vie aussi d'entrepreneur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi quand je fais mes présentations, donc les propositions de logo en général, évidemment, je montre les déclinaisons possibles, puis j'ajoute des mock-ups. Donc en fait, ce sont des photos qui vont faire une mise en situation du produit. En fonction de ce qui est le plus pertinent pour le client et puis son secteur d'activité, je vais le mettre sur une carte de visite, sur une vitrine, sur un sac, enfin peu importe. Mais à chaque fois, ça fait son petit effet, il y a une réaction. En tout cas, il y a une réaction, surtout en plus si la proposition plaît déjà beaucoup. Il y a les étoiles dans les yeux, il y a la petite exclamation, il y a le sourire jusqu'aux oreilles, parce que ça ancre le projet vraiment dans le réel, en fait, de voir ce logo, cet aboutissement un petit peu de notre collaboration, mais aussi juste pour le plaisir de voir leur logo sur un support qui a l'air très réaliste, en fait. Ils se projettent évidemment beaucoup plus, et ils n'ont qu'une hâte, c'est en général que la mission se termine pour récupérer tous leurs éléments graphiques et commencer à faire leur communication. Ça paraît bête, mais c'est vraiment des petits détails qui comptent pour certains, et je le comprends tout à fait. Ils sont tout simplement fiers du coup de partager, des supports ou même leur nouveau site internet, par exemple. Et ils vont avoir beaucoup plus de facilité à communiquer sur leur projet. Ils vont prendre aussi plus de plaisir à faire cette communication parce qu'ils seront bien outillés et que ils seront juste très satisfaits de dire ça c'est mon logo, quoi. C'est le logo de ma boîte, de mon projet. Et à l'inverse, c'est pas pour rien qu'on entend pas mal de personnes qui disent avoir du mal à lancer leur communication ou à faire par exemple des posts sur les réseaux sociaux parce qu'elles n'ont pas encore d'identité visuelle clairement définie et que elles galèrent un petit peu d'un point de vue création déjà, mais surtout elles ne se sentent pas à l'aise, pas confiantes, pas légitimes pour communiquer sans avoir ce branding en tout cas un petit peu plus défini. Mais ce phénomène-là, on le retrouve aussi dans les entreprises, pas seulement chez les indépendants, les entrepreneurs solos. À plus ou moins grande échelle, l'identité visuelle et puis l'image de marque de façon plus globale, ça sert à renforcer, à créer et renforcer un sentiment d'appartenance à l'entreprise, au projet. Et moi, je me souviens que dans un de mes anciens boulots, certains consultants, justement, se plaignaient beaucoup de l'univers graphique qui était, faut le dire, clairement vieillot. Il n'avait pas évolué depuis Mathusalem parce que les directeurs, ils souhaitaient pas le faire. Ils comprenaient pas non plus vraiment l'utilité de le faire. Mais en fait, le problème, c'est que dans un environnement concurrentiel qui était assez fort, où les entreprises se tiraient un peu la bourre pour attirer les meilleurs jeunes diplômés qui sortaient des plus grosses écoles, c'était un point noir, clairement, parce que sur un forum étudiant, par exemple, donc tous les stands vont renvoyer une image de cabinet dynamique à la page avec des équipes jeunes, et puis une culture d'entreprise un petit peu start-up. Clairement, ce que recherchaient majoritairement les jeunes diplômés de ce secteur, en tout cas, leur identité, elle faisait un petit peu tâche, quoi. Ça renvoyait clairement une image même un peu négative d'un cabinet un peu engoncé dans ses habitudes et puis qui souhaitait pas vraiment évoluer avec potentiellement des équipes ou un management qui laisserait peu de place aux nouvelles générations. Donc clairement, ça n'envoyait pas un bon message aux cibles, c'est-à-dire aux jeunes diplômés que l'entreprise souhaitait attirer, souhaitait recruter. Même de la part des consultants en poste, je le voyais bien, il y avait une gêne parfois au moment, de partager le site internet de la boîte. Je les entendais faire une petite remarque, plus ou moins sur le ton de la plaisanterie, mais en fait pour se justifier un petit peu de la tronche du site, quoi. Donc ça paraît superficiel, mais en fait, de leur point de vue, c'est vrai que c'était potentiellement handicapant, encore une fois, dans un secteur très concurrentiel. Donc handicapant pour eux, leur évolution de carrière, plutôt.
parce que ils se doivent de faire partie des meilleures entreprises de leur secteur. Et puis, l'identité visuelle ne reflétait pas forcément ça, alors que pourtant le cabinet était effectivement un très bon cabinet. Et heureusement, la réputation de cette entreprise dans son secteur était bonne parce qu'il était connu, c'était un petit secteur quand même assez fermé. Mais en dehors de ça, si on ne connaît pas ni cette boîte, ni vraiment le secteur dans lequel elle évolue, la communication visuelle, l'image qui est reflétée par le branding de la boîte, va jouer un rôle assez important quand même. Donc je sais, peut-être que tu te dis que j'exagère, que c'est pas vraiment des problèmes, tout ça, mais en fait, l'image de marque d'une entreprise, sa marque employeur aussi, repose sur des détails comme ça, qui finalement n'en sont pas en fait, ce ne sont pas des détails. Parce que mis bout à bout, c'est plein de petites choses qui vont faire la différence en externe, bien sûr, mais aussi en interne avec les collaborateurs. Mais je pense qu'avec mon expérience actuelle, mes connaissances aujourd'hui, j'aurais pu gérer la situation différemment et sûrement arriver à faire quelque chose dans cette ancienne boîte pour avancer, pour faire évoluer son image et son identité. C'est pourquoi, dans cette dernière partie, on va voir comment en fait tu peux convaincre, quelle serait la meilleure façon en tout cas de convaincre tes associés ou tes dirigeants, tes employeurs, pour faire évoluer une identité visuelle qui en a grandement besoin. J'ai axé ce podcast sur les avantages plus concrets de faire créer une identité complète pour une activité, car évidemment ce sont ces arguments qui ont en général plus de poids dans ce genre de situation. Pourquoi ? Parce qu'ils se basent sur des éléments objectifs, plus matériels et donc plus faciles à argumenter. Donc si tu es dans une situation similaire, où toi tu es persuadé qu'il est temps pour le projet, pour l'entreprise, pour son bien, de changer d'identité ou en tout cas de la retravailler, mais que tes partenaires ou tes employeurs sont pas du tout on board avec le projet, je te conseille ceci. Base ton argumentaire sur des choses concrètes et notamment par des problématiques existantes plutôt que de chercher à projeter la personne dans un futur éventuel que toi tu vois et que tu envisages parfaitement parce que tu as peut-être un point de vue différent ou des connaissances, des compétences en communication qu'il n'a pas. Mais en tout cas, j'ai remarqué que ça ne sert à rien d'essayer d'amener la personne à voir ce que toi tu vois si elle n'est pas du tout dans la même posture ou dans la même perception des choses. Donc, repartir de problématiques existantes, plus objectives, plus matérielles ou en tout cas plus quantifiables peut-être. Par exemple, si je reprends ce que je disais donc sur le sentiment d'appartenance des collaborateurs, au lieu de dire oui, mais on attirera davantage de jeunes diplômés avec un univers plus tendance, plus moderne, etc. Avancez peut-être plutôt le fait que actuellement, parmi les collaborateurs, beaucoup ont mentionné le fait de ne pas se retrouver dans l'identité de l'entreprise ou trouvent que celle-ci ne reflète pas la réalité de l'entreprise, que ce soit ses équipes, ses valeurs ou son expertise. Avec l'autre exemple que j'ai mentionné, donc à savoir le temps perdu à créer des documents, des supports sans avoir d'éléments visuels graphiques adaptés, pourquoi de la même façon ne pas faire un petit sondage auprès des équipes pour rapporter leur estimation de temps passé à mettre en page des documents au lieu de travailler sur d'autres tâches plus productives qui font partie de leur cœur de métier. Pourquoi pas aussi les interroger sur les difficultés qu'ils rencontrent quand ils doivent rédiger et mettre en page des documents. Est-ce que, par exemple, ils galèrent à trouver des illustrants, donc photos, images, illustrations pertinentes, ce qui est souvent le cas dans les métiers un petit peu spécifiques, un petit peu techniques, où les banques d'images, dans ce cas-là, ne seront pas assez pertinentes avec les sujets. Est-ce qu'ils ont du mal peut-être à harmoniser leurs documents entre eux en termes de rendu visuel ? Est-ce qu'ils ont du mal à se retrouver parmi peut-être des versions multiples et puis des changements faits un petit peu au compte-gouttes dans le style graphique, de façon plus informelle, etc. etc. Alors bien sûr, c'est comme pour tout, à adapter à la situation dans laquelle tu te trouves, en termes d'organisation, de structure, pour vraiment mettre à jour, en tout cas, les problématiques existantes qui méritent un changement pour être améliorées et résolu. Autre exemple, si ton entreprise participe à beaucoup d'événements ou fait pas mal de partenariats et de collaborations, peut-être que l'axe le plus pertinent, ce serait plutôt le temps, éventuellement le budget perdu, à faire créer de nouveaux supports et des visuels selon le besoin, selon l'événement, qui sont du coup éphémères, plutôt que d'avoir un kit d'outils prêt à l'emploi, polyvalent, qui puisse être réutilisé à chaque fois. Donc ça veut dire économie de temps, d'argent et un gain de productivité et de réactivité d'ailleurs, ce qui est parfois même tout aussi important.
Autre contexte, dans les associations, moi je sais que je retrouve souvent la même problématique, c'est que ces associations ont des bénévoles souvent qui vont être en charge de la communication, notamment quand c'est des grosses assos qui sont répartis en différentes entités ou sous-entités en fonction, je sais pas moi, des régions ou des actions qu'elles font. Et ça va causer des disparités assez importantes dans les rendus visuels, donc les supports, les posts créés, etc. Et la problématique qu'on observe en fait quand on creuse un peu, c'est évidemment, c'est pas trop étonnant, mais c'est qu'il y a un manque d'outils graphiques internes et il n'y a pas assez de règles communes pour la communication visuelle de l'association. Moi, je me souviens qu'avec un de mes clients, ce qui était remonté en fait donc de ces bénévoles, de ces petites équipes-là, c'est qu'en fait, il y avait une énorme disparité en termes d'outils et d'équipements et de connaissances, enfin de compétences aussi par rapport à la communication. C'est-à-dire qu'il y avait des équipes régionales qui étaient assez bien équipées avec des logiciels de PAO et des gens qui savaient un minimum s'en servir pour faire des petites choses, même assez simples, des visuels, des supports. Tandis que d'autres n'avaient même pas ces outils, utilisaient des logiciels open source alternatifs à Microsoft Office, PowerPoint, etc. Et que d'autres fonctionnaient encore différemment en utilisant des logiciels gratuits mais plus faciles à prendre en main pour faire des choses un petit peu plus abouties comme, je sais pas, Canva, Adobe Express, etc. Donc là, c'est pareil. En faisant remonter en fait ce problème-là, ça a permis de mieux cerner l'importance déjà de potentiellement refondre l'identité et puis créer un objectif commun qui était de se dire on va créer des outils adaptés qui vont faire en sorte que cette identité ne soit pas juste un changement pour le changement, mais vraiment un changement pour répondre à un problème. Et en plus de ça, répondre aussi à plein d'autres choses en termes d'image, en termes de positionnement, etc., etc. Mais du point de vue d'un des fondateurs qui n'était pas trop chaud pour faire bouger les choses, ça a été un argument de poids pour qu'il soit totalement dans le projet et aussi qu'il se sente plus impliqué quelque part parce que ça, il pouvait mieux comprendre et mieux gérer en fait ce point de vue un petit peu logistique par rapport au point de vue créatif, on va dire design de l'identité qui lui passait un petit peu au-dessus de la tête, quoi. Donc du coup, la refonte s'est bien passée pour tout le monde et puis ça a permis de faire avancer les choses dans le bon sens. Un autre argument important, bien sûr, au-delà du temps et puis des problèmes d'organisation, ça va être le porte-monnaie, le budget financier, bien sûr. Donc si tu peux réussir à mettre en avant les économies possibles, ou en tout cas les pertes qui sont existantes et qui seraient évitables, bien c'est tout bénef parce que franchement je connais personne, aucun dirigeant, aucun entrepreneur qui serait contre le fait de mieux répartir son budget, ou en tout cas de l'optimiser si c'est pour le bien de son activité. Je vais prendre un exemple tout bête, mais c'est avec les identités éco-conçues. Alors donc si tu écoutes régulièrement Ciel mon graphiste, tu te rappelles peut-être que l'une des techniques pour éco-concevoir un support ou une identité, c'est notamment de gérer le taux d'ancrage, en tout cas la quantité d'encre utilisée et de tout faire pour créer des supports, des designs, des éléments graphiques moins gourmands en encre. Et ça, dans des entreprises qui vont beaucoup utiliser leurs imprimantes de bureau, avec beaucoup d'impressions, de documents assez longs, même des documents simples, de texte noir sur blanc, Word, admettons. Mais en fait, pour eux, ça veut quand même dire moins de changements de cartouches, qui coûtent très cher, et donc des économies au quotidien, donc qui se voient vraiment rapidement, et puis qui, misent bout à bout sur une année, peuvent arriver à un beau petit montant qui serait potentiellement bien plus utile ailleurs. Donc il y a plein en fait d'arguments à venir chercher et à venir mettre ensemble de façon cohérente pour pouvoir persuader en fait une personne du bien fondé des bénéfices qu'elle pourrait tirer de faire ce travail sur son identité visuelle. Même si c'est des petites modifications ou des petits ajustements, je le disais aussi dans le podcast, une refonte n'a pas forcément besoin de tout casser, de tout refaire. Mais parfois, un léger lifting ou en tout cas quelques adaptations permettent tellement d'améliorations sur l'identité, sur l'univers et sur la communication globale, quoi. Puis tout ça, là, ce que je suis en train de dire, bien sûr, tu peux l'appliquer vis-à-vis de la communication externe dans l'entreprise. Là, on était plutôt tourné vers l'interne, les collaborateurs, l'organisation, la posture aussi qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Mais bien sûr, on peut faire la même chose vis-à-vis des personnes que le projet touche, vise, l'audience qu'il suit, etc., etc. Et ce sera le même principe, en fait. Essayer d'observer et de faire remonter des choses qui ne fonctionnent pas, qui pourraient être optimisées, voire qui génèrent des freins et puis du négatif pour le projet, pour la marque, pour l'entreprise. En fait, de façon générale, qu'est-ce que j'essaye de te faire comprendre à travers cette deuxième partie d'épisode ?
En fait, c'est que, de par mon expérience, en tout cas en tant que graphiste pour ce genre de projet, je remarque que ce qui va marcher, en fait, c'est d'adapter tes arguments en fonction des freins de la personne que tu as en face. Pour ça, il faut les comprendre. Est-ce que c'est des freins ou des blocages qui sont d'ordre matériel ? Est-ce que c'est lié à quelque chose de quantifiable ? Ou plutôt à des choses vraiment de l'ordre un petit peu du ressenti, du subjectif ? Et du coup, c'est à toi, si tu veux que la personne te rejoigne sur ce projet, c'est à toi d'aller chercher, observer, analyser et puis faire remonter toutes les petites problématiques, tous les éléments ou même les retours aussi négatifs qui peuvent être liés, bien sûr, à la communication visuelle, l'identité visuelle aussi du projet. La chose la plus importante, en fait, c'est plus tu essayes de convaincre quelqu'un en disant « oui, mais ce sera génial avec un nouveau logo, plus moderne, plus ceci, etc. » Plus tu essayes de faire ça, plus en fait tu risques de creuser un fossé encore plus grand entre toi et la personne qui d'une part n'est pas convaincue et potentiellement le prend mal, que tu dises que son logo, peut-être qu'elle a créé ou en tout cas avec lequel elle a travaillé pendant 10 ans, que tu lui dises qu'il n'est nul et qu'il faut le changer et qu'il a fait 100 ans et que ciao bye bye. En fait, il faut plutôt l'emmener elle-même à la même conclusion que toi, c'est-à-dire on a besoin d'adapter un petit peu, de renouveler notre univers visuel, mais en utilisant des arguments qui vont la toucher, lui parler davantage. Et parfois, ce sont des choses qui ne font pas du tout mouche chez toi. Par exemple, tu diras, non, moi, tout ce qui est temps, budget, etc., c'est pas vraiment grave. C'est juste, moi, je suis vraiment tournée vers ce qu'on reflète comme image vis-à-vis de nos clients ou vis-à-vis de nos partenaires. Car ce qu'il faut bien retenir, c'est que tout changement se prépare, s'anticipe, et donc vous aurez besoin, quand je dis vous, c'est toi et tes collaborateurs ou toi et tes associés ou tes employeurs, peu importe, mais vous aurez besoin d'être tourné vers un objectif commun pour pouvoir opérer ce changement, cette évolution dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que c'était le sujet d'un autre épisode qui s'appelle « Comment préparer et anticiper la refonte de son identité visuelle ». Et je te conseille de l'écouter si justement tu es dans ces questionnements ou dans cette problématique, parce qu'il viendra t'apporter d'autres éléments et conseils intéressants pour compléter cet épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura apporté quelques pistes de réflexion et puis des conseils comme d'habitude. Je te remercie de m'avoir écouté et je t'invite à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi ou à le noter 5 étoiles pour lui donner un petit peu de visibilité, car c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir un podcast. Donc merci à toi et je te dis à très bientôt sur Ciel mon graphiste.